Les collègues de ma femme l'ont convaincu de faire semblant d'avoir besoin d'espace. J'ai fait ses bagages en quelques heures. Son expression mortifiée quand j'ai accepté. Inoubliable. Pas le bon homme à tester, mesdames. Elle avait l'habitude de prononcer ce nom comme si c'était quelque chose d'impressionnant. Andrea a dit ceci. Andrea pense cela. Tu sais ce qu'Andrea m'a dit aujourd'hui? Au début, je me contentais d'acquiescer. Chaque lieu de travail a quelqu'un que les gens admirent. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. C'était il y a environ 8 mois. Mon nom est EMTT. Je travaille comme ingénieur civil pour une entreprise de taille moyenne ici à Boston. Je quitte la maison à 7 heures. Je suis de retour vers 18 heures la plupart du temps. Parfois plus tard quand un projet traîne. Ma femme, nous l'appellerons ce qu'elle était, ma femme. Travaillait dans une agence de marketing en centre-ville depuis environ 2 ans. Nouvelle équipe, nouvelle énergie, nouvelle personne. J'ai soutenu cela. Je voulais qu'elle ait quelque chose qui lui appartienne. Ce que je n'avais pas prévu, c'est ce que ces gens allaient apporter dans notre maison. Les premiers signes ont été faciles à ignorer. Elle a commencé à s'opposer à des choses qui n'avaient jamais été un problème. Je lui demandais ce qu'elle voulait pour le dîner et d'une manière ou d'une autre. Nous finissions par parler de la charge émotionnelle. Je mentionnais être fatigué après une longue journée sur un chantier et elle me disait que l'épuisement n'était pas une compétition. Ce qui est bien, mais je n'avais pas dit que c'était le cas. Des petites choses, agaçantes, mais petites. Puis les commentaires sur Andrea sont devenus moins désinvoltes et plus révérencieux. Andrea dit. Les femmes en couple se perdent. Andrea a traversé tant de choses et elle est si forte. J'admire vraiment la façon dont Andrea vit sa vie. J'ai commencé à prêter attention à ce à quoi la vie d'Andrea ressemblait exactement d'après ses rapports de seconde main et le tableau n'était pas flatteur. 30 ans passés, 2 relations ratées. Une profonde conviction que tous ces problèmes avaient une cause externe. J'ai gardé cela pour moi. Au 5e mois, ma femme avait commencé à utiliser un langage que je ne lui reconnaissais pas. Pas seulement le vocabulaire, le ton, la façon dont elle formulait les arguments. Tout devenait un problème systémique. Tout devenait une question de pouvoir. Si je n'étais pas d'accord avec elle sur quoi que ce soit, le désaccord ne portait pas sur le sujet. Il s'agissait de contrôle. J'ai essayé d'avoir une conversation directe à ce sujet un samedi matin. Je lui ai dit que j'avais l'impression de parler à quelqu'un d'autre ces derniers temps. Que le changement était perceptible et que cela m'inquiétait. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde et m'a dit que j'étais menacé par sa croissance. J'ai laissé tomber ce jour-là. Je n'aurais pas dû. Au 7e mois, Cassidy est entrée en scène, une autre collègue. Cassidy était plus bruyante qu'Andrea d'après ce que je pouvais reconstituer et plus extrême. Ma femme a commencé à rentrer à la maison avec des points de vue qui m'ont vraiment surpris. Non pas parce qu'ils étaient progressistes. Je n'ai aucun problème avec le progressisme. Mais parce qu'il s'agissait de déclarations généralisées hostiles sur les hommes. Sur le mariage en tant qu'institution, sur les femmes qui se sont installées. Je la regardais dire ces choses et cherchais la personne que j'avais épousée quelque part derrière. Les mots. Elle était toujours là. C'était la partie difficile. Elle n'était pas partie. On lui donnait juste quelque chose de pourri et elle appelait ça de la nourriture. J'ai essayé une dernière fois au 8e mois, un dimanche après une matinée agréable. Sans tension, juste du café et le genre de calme qui nous était habituel. Je me suis assis en face d'elle et j'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Et j'ai besoin que tu l'écoutes vraiment. Elle a posé son téléphone. C'était bon signe. Je lui ai dit que je l'avais vu changer au cours des derniers mois d'une manière qui nous éloignait. Que je ne lui demandais pas d'abandonner ses amis ou ses opinions. Mais qu'une partie de ce qui entrait dans notre maison ne semblait pas venir d'elle. Cela semblait emprunté, importé, et que j'étais inquiet de savoir où cela allait nous mener. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit. Ou peut-être que je vois enfin les choses clairement et que tu n'aimes pas ce que je vois. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la conversation était terminée.
Pas encore le mariage. Je n'en étais pas là, mais la conversation oui. Il n'y avait aucune version de ce que j'avais dit qu'elle n'allait pas faire passer par le cadre que ces femmes avaient construit dans sa tête. J'étais l'obstacle. C'était mon rôle maintenant. Alors j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à observer. Et ce que j'ai vu au cours des semaines suivantes. C'est une femme qui avait confié le volant de sa propre vie à des gens qui ne la connaissaient pas, ne l'aimaient pas et n'avaient aucun intérêt dans ce qui arrivait à son mariage. Andrea et Cassidy n'étaient pas des amis. Elles étaient des architectes. Et ma femme les avait laissés dessiner les plans. Je suis une personne méthodique par nature. Les ingénieurs le sont généralement. On ne construit pas quelque chose qui supporte un poids en devinant. On mesure, on documente, on vérifie. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai commencé à prêter une attention très particulière, non par paranoïa, mais par nécessité. Car je sentais que quelque chose se préparait et je voulais comprendre exactement ce que c'était. Avant que cela n'atterrisse sur mon pas de porte. Cela s'est produit un mercredi soir de novembre. Elle est rentrée plus tard que d'habitude. A posé son sac et s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec l'air de quelqu'un qui avait répété ce qu'elle allait dire au moins une douzaine de fois sur le chemin du retour. Je connaissais ce regard. Je l'avais déjà vu avant des entretiens d'embauche, avant des conversations difficiles avec sa mère. Elle était sur le point de jouer quelque chose. J'ai réfléchi, dit-elle, et je sens que j'ai besoin d'espace. Espace. Ce mot prononcé avec ce poids dans ce ton. Je l'avais déjà entendu, non pas d'elle, mais de chaque deuxième histoire sur Internet sur la façon dont ce scénario particulier est déployé. La demande vague, le non négociable qui prétend être un sujet de conversation. La sortie déguisée en air de repos. Je l'ai regardé une seconde, juste une seconde. Puis j'ai dit, d'accord. Et je suis allé dans la chambre chercher sa valise sur l'étagère du haut du placard. Le son qu'elle a fait en entendant la fermeture est clair, cette inspiration nette et confuse. M'a dit tout ce que je devais savoir sur la façon dont elle avait réellement réfléchi à cela. Elle n'a pas bougé pendant une bonne dizaine de secondes. J'avais la valise ouverte sur le lit et je tirais la porte du placard quand elle a finalement retrouvé sa voix. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide, ai-je dit. Tu as besoin d'espace. Je ne vais pas te forcer à rester là où tu ne veux pas être. Elle est entrée dans l'embrasure de la porte de la chambre. Ce n'est pas. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je voulais dire que j'avais besoin d'air. De temps pour réfléchir, pas EMTT, arrête. Je me suis arrêté. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Elle a ouvert la bouche. Et puis, en fait, elle est juste restée là. Et dans ce silence, je pouvais voir le script la lâcher en direct. Quoi qu'Andrea et Cassidy lui aient dit de dire. Quel que soit le résultat qu'elle lui ait décrit, cela n'avait pas inclus mon accord. Cela n'avait pas inclus une valise sur le lit 40 secondes plus tard. Elle s'était préparée à la résistance, à un homme qui la supplierait de rester, de parler. De réparer. Cette version des événements, elle l'avait répétée. Cette version, elle ne l'avait pas. Je pense, dit-elle prudemment, que nous devrions en parler. Nous avons essayé cela, ai-je dit. Les dimanches matins, tu te souviens? J'en ai assez de parler. J'ai fermé la poche latérale et l'ai posée droite. J'appellerai Rowan. Il peut prendre le canapé pour la nuit. Tu peux avoir la chambre. Détermine-nous. Tu veux aller à partir de là. Je suis sorti de la chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Rowan. Besoin de dormir chez toi ce soir. J'expliquerai plus tard. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Portes ouvertes. C'est ça, un ami comme Rowan Long. Pas de question tant que tu n'es pas prêt. Pas de drame. Juste une porte qui s'ouvre. Elle m'a suivi dans le salon. La version répétée d'elle-même avait disparu maintenant. Ce qui restait était confus et légèrement paniqué. Ce qui m'en disait plus que les 8 derniers mois de dispute. Tu pars, dit-elle. Tu as demandé de l'espace. Je te le donne.
J'ai pris ma veste sur le crochet près de la porte. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Et je n'ai pas attendu de réponse. Rowan habite à 20 minutes de nous, à Somerville. Un appartement au 2e étage au-dessus d'un pressing. Je le connais depuis l'université. Il m'a tendu une bière dès que je suis entré et n'a pas dit un mot avant que je ne m'asseye. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté la version courte. Les mois de dérive lente, l'idéologie s'infiltrant par la petite porte, les collègues. La conversation du dimanche qui n'a mené nulle part, puis la performance de mercredi soir. Il a écouté sans m'interrompre, c'est pourquoi je lui ai parlé. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière et a dit, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je l'ai déjà fait, ai-je dit. C'était vrai. Au cours des 3 dernières semaines, pendant que j'observais et restais silencieux, j'avais aussi construit quelque chose. Cela a commencé de manière informelle. J'ai cherché le nom d'Andrea sur Instagram un soir par simple curiosité. Profil public, professionnel du marketing, Boston, beaucoup de posts sur l'autonomisation. L'indépendance, la sororité. Le genre de contenu qui semble motivant jusqu'à ce que vous le lisiez attentivement et que vous réalisiez que ce n'est qu'un ressentiment déguisé. J'ai fait défiler environ 2 ans en arrière. C'est là que ça a été intéressant. Plus on remontait, moins le langage était poli et plus la position réelle était claire. Des posts sur le mariage comme étant un piège conçu par les hommes pour limiter le potentiel des femmes. Des commentaires sur le contenu d'autres personnes célébrant les divorces. Encourageant les femmes à quitter les maris qui étaient, et je cite, confortables, pas abusifs. Pas infidèles, juste confortables. Comme si une vie stable avec un homme décent était présentée comme une menace pour l'identité d'une femme. J'ai tout sauvegardé. Capture d'écran, date, lien. Puis j'ai regardé Cassidy. Cassidy Briggs, également public, également dans le marketing, la même agence. Cassidy était plus bruyante et considérablement moins prudente. Elle avait des posts, pas des reposts, son propre contenu original. Cela franchissait des lignes que je ne m'attendais pas à trouver sur le compte personnel de quelqu'un avec son nom complet. Un post était un fil encourageant les femmes à documenter le comportement de leur mari. À obtenir des registres, à monter un dossier, ces mots, avant d'engager une séparation. Non pas à cause d'abus. Comme stratégie générale, une mesure préventive, car dans son cadre, tous les hommes allaient éventuellement devenir le problème, autant avoir les papiers prêts. Un autre poste célébrait une femme qui avait vidé un compte joint avant de demander le divorce. Et le présentait comme se protéger. Les commentaires étaient pleins de femmes qui étaient d'accord, partageant des histoires similaires. Traitant l'embuscade financière comme une sagesse. J'ai continué à construire le dossier. Il y avait aussi des messages directs. Non pas parce que je les cherchais, mais parce que ma femme avait l'habitude de laisser son Instagram ouvert sur l'iPad partagé que nous gardions dans la cuisine. Je n'ai pas fouillé son téléphone. Je n'en avais pas besoin. 3 soirées distinctes. Pendant qu'elle était dans l'autre pièce. Je suis passé devant la cuisine et j'ai vu l'écran toujours allumé avec une conversation. La première fois, j'ai continué à marcher. La deuxième fois, j'ai fait une pause assez longtemps pour lire quelques lignes. La troisième fois, j'ai compris ce qu'étaient les conversations. Cassidy la coachait. Un langage spécifique à utiliser. Un positionnement spécifique. Ne dis pas que tu es malheureuse. Dis que tu as besoin de te redécouvrir. C'est plus difficile pour lui de s'y opposer. Dis-lui que tu as besoin d'espace d'abord. Vois comment il réagit. Cela te dira tout. Ne le laisse pas parler du mariage. Parle de toi. C'était un script. Mot pour mot. C'était un script. Et ma femme l'avait suivi mercredi soir avec la dévotion de quelqu'un qui avait étudié pour un examen. J'ai raconté tout cela à Rowan. Il est resté silencieux un instant. Combien en as-tu, a-t-il demandé. Assez, ai-je dit. Assez pourquoi?
J'ai bu un verre et j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, Boston faisait ce que Boston fait en novembre. Gris, froid, indifférent. J'avais toujours aimé ça dans cette ville. Elle ne joue pas assez pour m'assurer, ai-je dit. Que ces deux femmes ne fassent plus jamais ça à quelqu'un d'autre. Rowan a hoché la tête lentement. Il ne m'a pas demandé d'élaborer. Il comprenait déjà le poids de ce que je tenais et il savait que je n'étais pas le genre de personne à agir sans être certain. J'ai dormi sur son canapé cette nuit-là. Ce n'était pas confortable. Je m'en fichais. Mon esprit était déjà ailleurs. En train de parcourir le dossier, de vérifier les lacunes. De penser à ce dont j'avais encore besoin et où le trouver. Ma femme a envoyé un SMS à 23h43. Pouvons-nous parler demain, s'il te plaît? Je l'ai lu, j'ai posé le téléphone face contre terre, j'ai fermé les yeux. Il y aurait du temps pour parler, mais pas encore et pas à ces conditions. Jeudi matin, j'étais de retour à l'appartement à 7h30, avant qu'elle ne parte travailler. Elle était dans la cuisine quand je suis entré, toujours en robe de chambre. Une tasse dans les deux mains. Elle avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Moi non plus, mais je n'allais pas le mentionner. Tu es revenu, dit-elle. J'habite ici, ai-je dit. Je me suis versé un café, me suis appuyé contre le comptoir et l'ai regardé. Tu voulais parler? Elle a posé sa tasse. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. L'histoire de l'espace. Je sens que nous tournons en rond et j'avais besoin que tu saches que je ne suis pas d'accord avec la façon dont les choses se sont passées. Moi non plus, ai-je dit. Cela a semblé la prendre au dépourvu. Elle s'attendait à de la résistance, pas à de l'accord. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Non, ai-je dit. Nous regardons le même problème et nous voyons des causes complètement différentes. Tu penses que le problème, c'est moi. Je pense que le problème est entré par une porte que tu as laissée ouverte. Sa mâchoire s'est serrée. Nous y voilà. Andrea et Cassidy encore. Tu les as fait entrer. Je ne fais que nommer ce qui est dans la pièce. Ce sont mes amis. Elles me soutiennent. Je suis désolé que cela te dérange. J'ai bu une gorgée de mon café. Qu'est-ce qu'elles t'ont exactement aidé à traverser? Quelle crise? Quelle difficulté? Car de mon point de vue, tu avais un mariage fonctionnel et une vie décente. Et quelque part au cours des 8 derniers mois, on t'a persuadé de le voir comme une cage. Peut-être que j'ai juste commencé à le voir plus clairement. Peut-être, ai-je dit? Ou peut-être que quelqu'un t'a tendu une lentille et t'a dit que tout avait l'air mieux à travers. Elle. J'ai posé ma tasse dans l'évier. Je dois aller travailler. Elle a prononcé mon nom alors que je marchais vers la porte. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Est-ce que ça va aller entre nous, a-t-elle demandé. J'ai pensé aux captures d'écran sur mon ordinateur portable, au poste, aux messages directs. Au fil de Cassidy sur la constitution d'un dossier avant même que votre mari ne fasse quoi que ce soit de mal. J'ai pensé au mois passé à voir la femme que j'avais épousée être tranquillement remplacée par une idéologie empruntée, une conversation à la fois. Je ne sais pas encore, ai-je dit, et je suis parti. Ce fut la dernière réponse honnête que je lui ai donnée pendant un certain temps. Parce qu'à ce moment-là, la vérité était que je savais déjà. Je ne m'étais juste pas encore pleinement engagé dans ce qui allait suivre. J'ai passé cette soirée à terminer le dossier. Je l'avais appelé un dossier dans ma tête, mais jeudi soir, c'était plus un document complet. Organisé, sourcé, horodaté. Je suis ingénieur. La structure est ma façon de penser. Je l'ai construit de la même manière que je construirais une évaluation de site. Catégorie par catégorie, preuve par preuve. Rien d'inclus que je ne pouvais pas vérifier. La première section était le contenu public d'Andrea May. 2 ans de postes organisés. Chronologiquement. Montrant une progression claire du contenu d'autonomisation générale à une rhétorique anti-mariage. Anti-engagement de plus en plus ciblé. J'ai sélectionné 14 postes spécifiques qui, pris ensemble,
dépeignait une image avec laquelle aucun service des ressources humaines raisonnable ne serait à l'aise. L'agence pour laquelle elle travaillait avait une politique de conduite. Je l'avais consultée. Elle était sur leur site web et au moins 6 des posts d'Andrea étaient en tension directe avec le langage d'inclusivité et de professionnalisme de cette politique. La deuxième section était Cassidy Briggs. Cassidy était un problème différent. Cassidy n'était pas seulement opinionnée. Elle était didactique. Le fil sur la constitution d'un dossier financier préventif contre un conjoint. Un post où elle décrivait comment elle aidait une amie à cacher de l'argent avant un divorce. Un commentaire sur la page de quelqu'un d'autre redaté il y a 8 mois où elle a écrit en toutes lettres, avec son nom attaché, que les femmes dans des mariages stables étaient le type de complaisance le plus dangereux et que le confort n'était qu'une oppression à laquelle on s'était habitué. Cassidy avait également commis l'erreur de connecter son Instagram professionnel au profil LinkedIn de son agence. Ce qui signifiait que son contenu public était à un clic de chaque client et collègue avec qui elle avait travaillé. La troisième section était les messages directs. J'ai inclus seulement ce que j'avais vu sur l'iPad partagé. Rien provenant de son téléphone. Rien obtenu par des moyens qui pourraient être remis en question. 3 conversations distinctes, 3 dates distinctes. Cassidy coachait ma femme mot pour mot sur la façon d'initier une séparation. Les suggestions de langage spécifiques. La stratégie consistant à commencer par « j'ai besoin d'espace » au lieu de « je suis malheureuse ». La phrase qui m'est restée le plus en tête est celle que Cassidy a envoyée environ 6 semaines avant. Le mercredi soir. Le but n'est pas de tout faire exploser. Le but est de le déséquilibrer pour qu'il ne voit pas le prochain mouvement arriver. J'ai lu celle-ci plusieurs fois. Puis je l'ai ajoutée à la section 3 avec la date et une note indiquant qu'elle avait été visible sur un appareil ménager partagé. À 22h, j'avais 41 pages formatées. À noter d'un résumé d'une page au début qui exposait l'argument principal assez clairement pour que quiconque le lisant pour la première fois comprenne en 3 minutes ce qu'il regardait. J'ai envoyé une copie à un compte cloud personnel et j'ai sauvegardé une deuxième copie sur un disque externe que je gardais dans mon bureau au travail. Pas de paranoïa, juste une habitude d'ingénieur. On ne garde pas une seule sauvegarde. On ne suppose pas que la copie principale survit. Puis je me suis assis et j'ai réfléchi à ce que je voulais réellement en faire. La directrice des ressources humaines de l'agence était listée sur LinkedIn. Nom, Barbara Patton, responsable RH senior, 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Son format de mail était sur la page de contact de l'agence. Première initiale, nom de famille. Je l'ai noté et n'ai encore rien envoyé. Il y avait aussi 2 journalistes à Boston qui couvraient la culture d'entreprise. J'avais rencontré leur travail en recherchant l'agence. L'un écrivait pour un média local. L'autre était une pigiste qui avait fait un article sur les dynamiques de travail toxiques l'année précédente. J'ai enregistré les 2 noms. Je n'allais pas bouger avant d'être prêt. Et je n'étais pas encore prêt car la question du mariage n'était pas entièrement résolue. Ni dans ma tête, ni en pratique. Il y avait encore une version où je la confrontais directement, lui montrais ce que j'avais. Et la regardais décider ce qu'elle voulait réellement quand le script était parti et que les amis n'étaient pas dans la pièce. J'ai donné cette version jusqu'à la fin de la semaine. Vendredi soir, elle était à la maison quand je suis rentré. Elle avait préparé le dîner, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle faisait des efforts, de la manière qu'elle comprenait actuellement les efforts. Nous avons mangé sans beaucoup de conversation. Elle a posé des questions sur un projet sur lequel je travaillais. Une évaluation du drainage à Charleston, et je lui ai donné la version courte. Pendant environ 20 minutes, cela a semblé presque normal. Puis son téléphone s'est allumé sur la table. Elle l'a regardé. Un léger changement dans son expression. Le genre que l'on ne remarque que si l'on a fait attention pendant 8 mois d'affilée. Elle a retourné le téléphone. Qui est-ce, ai-je demandé. Juste Cassidy, dit-elle. Ça peut attendre. Ça peut attendre? Comme si Cassidy Briggs était un inconvénient mineur et non la personne qui avait écrit un guide.
Étape par étape pour déstabiliser son mari. J'ai regardé mon assiette et j'ai fini de manger. La fenêtre de presque normale s'est refermée aussi vite qu'elle s'était ouverte. Samedi matin, elle est restée au téléphone pendant 2 heures dans la chambre, la porte entr'ouverte. Quand elle est sortie, elle était différente. La chaleur du vendredi soir avait disparu. La posture était de retour. La distance prudente. Quoique Cassidy ait dit la veille avait fait son effet pendant la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de lui donner jusqu'au week-end. J'ai envoyé un SMS à Rowan, j'ai fini d'attendre. Je sais ce que je fais. Sa réponse fut de 3 mots. Alors fais-le. Lundi, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille pendant ma pause déjeuner. Pas une recommandation d'un ami. Pas quelqu'un que j'ai trouvé via le programme d'aide aux employés de l'agence. Je l'ai trouvé moi-même, j'ai lu ses avis. Lu 2 de ses articles publiés sur la division des biens dans le Massachusetts. Son nom était Donald Free. Bureau sur Tremont Street. 15 ans de pratique. Son assistante a décroché au 2e coup de fil et m'a donné un rendez-vous pour mercredi. Après-midi. Je n'ai pas dit à ma femme que j'y allais. Je ne l'ai dit à personne, sauf à Rowan. Et seulement parce qu'il a envoyé un SMS pour savoir où j'en étais. Je suis resté bref. Mercredi, avocat, on avance. Au travail cette semaine-là, j'étais concentré. Le projet de drainage de Charleston avait besoin de calculs finaux avant jeudi. Et je n'allais pas laisser tout cela déborder sur ma vie professionnelle. C'est une ligne que j'ai toujours gardée claire. Quoi qu'il arrive à la maison, cela reste à la maison. On n'apporte pas ce poids au travail et on n'utilise pas le temps des autres pour le porter. J'ai terminé l'évaluation mercredi matin, l'ai envoyé à mon superviseur, Nathan, avant 11 heures. Et j'ai quitté le bureau à 13h15 pour Tremont Street. Donald Free était exactement ce dont j'avais besoin. Direct, sans chichi, sans fausse chaleur. Il posait des questions claires et écoutait les réponses sans interrompre. J'ai exposé la situation en environ 12 minutes. Il a posé 3 questions de suivi sur le bail. Nous étions locataires, mon nom était le principal sur l'accord, nos comptes joints. Et s'il y avait des enfants? Pas d'enfants. Il a hoché la tête? A pris quelques notes et m'a dit à quoi ressemblait le processus dans le Massachusetts. État sans faute. Rupture irréversible du mariage. Environ 90 jours entre le dépôt de la demande et la finalisation sinon contestée. La situation du bail était simple étant donné que mon nom était principal. Les comptes joints devraient être traités avant le dépôt, pas vidés, divisés, documentés. Il a recommandé que j'ouvre un compte personnel cette semaine-là et que je commence à séparer les dépôts directs. Rien d'agressif, rien qui puisse être qualifié de faute financière. Juste une séparation nette et documentée à l'avance. J'ai ouvert le compte à une caisse populaire locale en rentrant chez moi ce soir-là. J'ai transféré la moitié de ce qu'il y avait dans l'épargne conjointe. Mes contributions documentées au cours des 2 dernières années étaient de toute façon enregistrées. J'ai laissé le reste intact. J'ai mis à jour mon dépôt direct avec la paie le lendemain matin. Propre, documenté, rien qui puisse être contesté. Ma femme a remarqué le changement de dépôt direct 4 jours plus tard. Quand elle a vérifié le compte joint et a vu que mon chèque de paie n'avait pas été déposé. Elle m'en a parlé ce soir-là, se tenant à nouveau dans l'embrasure de la cuisine. Au même endroit que 2 semaines plus tôt. Une énergie différente, moins préparée, plus perturbée. Ton chèque n'est pas arrivé sur le compte joint, dit-elle. Je sais, ai-je dit. Je réchauffais des restes. Je n'ai pas levé les yeux. Quelque chose est arrivé avec la paie? Non. Une pause. Alors, où est-il allé? Je me suis retourné et lui ai fait face. Sur mon compte. Elle m'a fixé. Le mot a eu exactement l'effet que je voulais. Pas mon compte comme dans notre compte, comme dans une chose partagée. Mon compte, singulier, séparé, existant déjà quelque part où elle n'avait pas accès. Depuis quand as-tu un compte séparé? Depuis la semaine dernière, ai-je dit. Je me suis retourné vers la cuisinière. EMTT.
Sa voix avait maintenant un ton mordant. Pas tout à fait de la colère. Quelque chose de plus proche de l'alarme. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pratique, ai-je dit. Tu m'as dit que tu avais besoin d'espace. J'ancrais un peu. Ce n'est pas ce que je voulais dire par espace. Et tu le sais. J'ai mis ma nourriture dans l'assiette, les prises et les regardé. Tu vois. C'est le problème. Tu as dit quelque chose et tu t'attendais à ce que je l'interprète de la façon dont tu le voulais plutôt que de la façon dont tu l'as dit. J'en ai assez de faire ça. Tu veux me dire quelque chose? Dis-le clairement. Je suis passé devant elle pour aller au salon. Sinon, je vais continuer à te prendre au mot. Elle ne m'a pas suivi. Je l'ai entendu rester dans la cuisine pendant un moment. Puis le bruit d'elle allant dans la chambre et fermant la porte, pas en la claquant. En la fermant, ce qui était presque pire. Cela signifiait qu'elle réfléchissait, bien. Elle avait besoin de réfléchir. Pendant ce temps, je réfléchissais aussi, spécifiquement au timing. L'avocat avait conseillé d'attendre après le dépôt de la demande pour faire toute action publique non liée au divorce lui-même. Il n'était pas au courant du dossier. Et je ne lui en avais pas parlé parce que ce que j'avais en tête n'était pas une manœuvre juridique. Cela n'avait rien à voir avec la procédure de divorce. C'était une affaire entièrement distincte. 2 employés d'une entreprise privée dont la conduite publique et les communications privées soulevaient de sérieuses questions sur leur aptitude à un rôle professionnel en contact avec la clientèle. C'était le cadrage que j'avais choisi, pas de vengeance. Une préoccupation professionnelle soumise par les canaux appropriés avec des documents joints. Je me suis donné jusqu'à la date de dépôt. Tout ce qui se passait d'ici là était du bruit, et il y avait du bruit. Ma femme a passé la majeure partie de la semaine suivante à alterner entre une distance froide et des tentatives soudaines de conversation qui revenaient toujours à la même question. Qu'est-ce que je préparais? Que signifiait le compte séparé? Est-ce que nous allions bien? Je lui ai donné des variations de la même réponse à chaque fois. J'étais pratique. Je la prenais au mot. Nous allions trouver une solution. Techniquement, rien de tout cela n'était un mensonge. Un vendredi soir, environ 9 jours après la conversation sur le compte, elle s'est assise en face de moi dans le salon pendant que je regardais un match. Les Celtics menaient de 11 points au 3e quart. Ce qui était le moment le plus paisible que j'ai ressenti de toute la semaine. Et elle a dit, je veux te dire quelque chose. J'ai coupé le son de la télévision. D'accord. Je pense que j'ai laissé les opinions des autres m'influencer plus que je n'aurais dû. Dit-elle avec précaution, comme si elle lisait quelque chose qu'elle avait écrit dans sa tête. Je ne dis pas que tout ce que je ressentais n'était pas valide. Mais je pense que j'ai laissé une partie de cela prendre plus d'ampleur que nécessaire. Je l'ai regardé un instant. Il y a 2 mois, entendre cela aurait signifié quelque chose. Maintenant, j'avais 41 pages de documentation. Un compte bancaire séparé et une confirmation de rendez-vous pour mercredi du bureau de Donald Free. Dans ma boîte de réception. Le moment de son aveu partiel ne m'a pas échappé. Le coaching de Cassidy avait produit un résultat qu'elle ne voulait pas. Le compte séparé avait rendu les choses concrètes d'une manière que la conversation sur l'espace n'avait pas faite. Et maintenant, il y avait un réajustement en cours. Pas une véritable réflexion, un réajustement. Il y a une différence. J'apprécie que tu dises cela, ai-je dit. Tu le penses? Oui, ai-je dit. Cela ne change pas où nous en sommes, mais j'apprécie. Elle avait l'air de vouloir en dire plus. J'ai remis le son du match. Les Celtics menaient toujours de 11 points. Le mercredi suivant, j'ai signé les documents initiaux avec Donald. Le dépôt serait effectué dans la semaine. J'ai ensuite conduit jusqu'au bureau. Terminé une revue structurelle qui était sur mon bureau depuis lundi, et l'ai envoyée avant 17 h. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à un Subway sur Commonwealth. J'ai mangé à l'une des tables près de la fenêtre. Et j'ai regardé les gens défiler dans la rue sous le gris de novembre. Personne n'aurait pu imaginer quel genre de semaine cela avait été.
J'étais juste un gars mangeant un sandwich et regardant la circulation, ce qui était bien. C'est comme ça que je le voulais. Le dossier était dans mon compte cloud depuis 2 semaines. L'adresse email de Barbara Patton était enregistrée dans un brouillon que je n'avais pas envoyé. Le formulaire de contact de la journaliste pigiste était ouvert dans un onglet que je n'avais pas fermé. Le divorce a été déposé un jeudi. J'ai envoyé l'email au RH le vendredi matin avant de partir travailler. J'ai joint le document, gardé la note de couverture à 4 phrases. Qui j'étais, ce que je soumettais, pourquoi je pensais que cela méritait un examen. Et une note disant que j'étais disponible pour en parler si nécessaire. Professionnel, mesuré. Exactement le genre de mail qui est lu attentivement parce qu'il ne semble pas venir de quelqu'un qui est en colère. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, pris mon sac et suis allé travailler. Barbara Patton a répondu le jour même. 4 heures après avoir envoyé l'email, sa réponse est arrivée dans ma boîte de réception. 3 lignes, formelles. Accusant réception et m'informant que l'affaire serait examinée conformément à la politique de l'entreprise. Pas de détails, pas de calendrier, mais 4 heures n'est pas une réponse lente. 4 heures signifie que quelqu'un a ouvert la pièce jointe. A lu suffisamment pour comprendre ce qu'il regardait et a décidé que cela devait avancer. Je n'ai rien entendu pendant 6 jours après cela. Puis ma femme est rentrée à la maison un jeudi. L'air d'avoir perdu pied à un moment donné dans l'après-midi et de ne pas s'être encore remise. Quelque chose s'est passé au travail, dit-elle. Elle s'est assise sans enlever son manteau. J'ai attendu. Cassidy et Andrea ont été convoqués au RH ce matin séparément. Personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Mais apparemment c'est grave. On leur a toutes les deux dit de travailler à la maison en attendant un examen. Elle m'a regardé. Cassidy est en train de devenir folle. Elle a envoyé des SMS à tout le monde toute la journée. Ça a l'air stressant, ai-je dit. Quelque chose dans mon ton l'a fait me regarder différemment. Pas encore accusateur, plus comme une porte qu'elle n'était pas sûre de vouloir ouvrir. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai soumis une préoccupation professionnelle à leur service RH, ai-je dit. Avec des documents il y a quelques semaines. Le silence qui a suivi était de ceux qui ont du poids. Quel genre de document, dit-elle, pas une question. Une déclaration lente et prudente qui essayait de comprendre ce que je savais avant de décider. Comment réagir? Des postes publics? Du contenu horodaté qui est en conflit assez direct avec la politique de conduite de leur entreprise. J'ai fait une pause. Et quelques messages directs qui étaient visibles sur l'iPad. 3 occasions distinctes. Je n'ai pas cherché. Ils étaient ouverts sur l'écran. Son visage a changé 3 ou 4 expressions en environ 2 secondes. Incrédulité, puis le début de la colère. Puis quelque chose qui ressemblait à de la peur une fois que l'image complète s'était assemblée. Tu as monté un dossier contre mes amis. Elles l'ont monté elles-mêmes, ai-je dit. Je l'ai juste organisé et envoyé à la bonne adresse. EMTT, ce sont leurs carrières. Cassidy a écrit un post public célébrant une femme qui a tendu une embuscade financière à son mari. Avant de demander le divorce, ai-je dit. Elle a aussi envoyé à ta femme. Elle t'a envoyé un guide étape par étape sur la façon de déstabiliser ton mariage sans que je le voie venir. Ce sont ses choix. Je ne les ai pas faits pour elle. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle essayait de trouver le contre-argument et n'en trouvait pas parce qu'il n'y en avait pas. Les faits étaient les faits. Pourquoi fais-tu ça, dit-elle finalement. Parce qu'il fallait le faire, ai-je dit, et parce que personne d'autre n'allait le faire. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Derrière moi, je l'entendais s'y asseoir. Le silence particulier de quelqu'un dont le cadre entier pour une situation est démantelé plus vite qu'il ne peut le reconstruire. Au cours des 2 semaines suivantes, l'agence a terminé son examen. Andrea a été licenciée. Le licenciement de Cassidy a suivi 3 jours plus tard. Son cas était plus lourd étant donné le volume de contenu et la spécificité de certains de ses postes. Cassidy n'est apparemment pas parti tranquillement.
Elle a publié un post public à ce sujet, se présentant comme une victime de censure d'entreprise et d'une attaque ciblée par un homme. Vindicatif. Ce post a été ratio en moins d'une heure. Des gens qui avaient vu les documents originaux. La journaliste indépendante que j'avais contactée avait publié un article d'ici là. Prudent et sourcé. Aucun nom n'était utilisé pour les femmes ou les maris impliqués. Mais le contenu cité directement avait suffisamment de contexte pour riposter avec des détails. Cassidy a supprimé le post en soirée. Le mal était déjà fait. Son LinkedIn est devenu silencieux. Son Instagram est passé en privé. En une semaine. 2 femmes qui avaient construit de petites mais vocales plateformes autour du fait de Dira. D'autres femmes de détruire leur vie avaient effectivement disparu de la conversation publique. Qui les avait fait se sentir importantes? Andrea était plus discrète à ce sujet. Elle n'a pas publié, ne s'est pas battue publiquement, a juste disparu. Ce qui était presque pire d'une certaine manière. Cela suggérait qu'elle comprenait exactement ce qui s'était passé et pourquoi. Ma femme a tout regardé depuis une place au premier rang qu'elle n'avait pas demandé. Elle a cessé de mentionner leur nom. Elle allait au travail, rentrait à la maison. Se déplaçait dans l'appartement avec une qualité prudente et discrète qui ne ressemblait en rien à l'énergie chargée des 8 derniers mois. L'idéologie qui lui avait été inculquée quotidiennement pendant la majeure partie d'un an avait perdu ses 2 voix les plus fortes du jour au lendemain. Et sans ce renforcement constant, je pouvais la voir perdre lentement son emprise. Ce qui aurait eu une grande importance 3 mois plus tôt. La demande de divorce avait été déposée. Elle avait été signifiée un mardi matin. Elle m'a appelé au travail, la voix tendue, me demandant si c'était sérieux. Je lui ai dit que oui. Elle a demandé si nous pouvions parler ce soir-là. J'ai dit oui. Cette conversation a été la première en des mois qui a semblé complètement spontanée. Pas de cadre, pas de langage emprunté. Juste elle assise à travers la table de la cuisine me regardant comme si elle voyait enfin la situation dans son ensemble et n'appréciait pas la vue. Je les ai laissés faire de moi quelqu'un que je n'étais pas, dit-elle. Ce n'était pas une performance. C'était juste vrai et elle le savait. Oui, ai-je dit, tu l'as fait. C'est tout. C'est tout ce que tu vas dire. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Je n'étais pas cruel. J'étais précis. Je te l'ai dit il y a 8 mois. J'ai essayé 2 fois. La 3e fois. Tu es rentré avec un script et j'ai fait ta valise. Je l'ai regardé. À un moment donné. Une personne doit décider ce qu'elle veut réellement avant de perdre ce qu'elle avait. Elle est restée silencieuse pendant longtemps après cela. Je ne veux pas divorcer, dit-elle. Je sais, ai-je dit. Et je me suis levé et j'ai débarrassé la table. Elle a essayé pendant 3 semaines. Je lui accorderai cela. Ce n'était pas un effort à moitié fait. Elle a cuisiné. Elle a initié des conversations. Elle a arrêté de regarder son téléphone à table. Elle m'a envoyé un long message un dimanche matin, exposant tout ce qu'elle croyait avoir mal fait. Point par point. Avec une clarté et une conscience de soi dont la femme d'il y a 8 mois était pleinement capable. Mais qu'elle avait passé la majeure partie de l'année précédente à réprimer. C'était un bon message, honnête, spécifique, sans dérobade. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone et je suis retourné au projet que j'avais étalé sur la table de la cuisine. Une étude de site pour un développement commercial à Quincy qui avait besoin de révision avant. Lundi. J'ai terminé les révisions. J'ai fait du café. J'ai réfléchi à ce qu'elle avait écrit. Et j'ai compris, assis là avec les dessins de l'étude et une tasse de café qui refroidissait. Que comprendre le remords de quelqu'un et choisir de reconstruire avec lui sont 2 décisions. Entièrement séparées. Elle avait gagné la première. La seconde n'était pas quelque chose qu'elle pouvait gagner. C'était quelque chose que je devais vouloir et je ne le voulais pas. Plus maintenant. La version de nous qui aurait pu être sauvée avait une fenêtre et cette fenêtre avait été ouverte. Pendant la majeure partie d'un an pendant que je frappais à l'extérieur. Elle était fermée maintenant. Pas par colère, juste fermée. J'ai répondu à son message cet après-midi-là,
lui ai dit que je l'avais lu, que je la croyais. Et que cela ne changeait pas ma position. 4 phrases, elle méritait une réponse directe plus qu'une longue. Elle a appelé ce soir-là. J'ai décroché. J'ai besoin que tu me dises qu'il n'y a aucune chance, dit-elle. J'ai besoin de t'entendre le dire. Il n'y a aucune chance, ai-je dit. Une longue pause, puis. D'accord. Sa voix était plate, comme le sont les voix quand quelqu'un a déjà épuisé tout ce qu'il avait. D'accord. Nous sommes restés en ligne pendant quelques secondes sans que l'un de nous ne dise quoi que ce soit. Puis elle a raccroché. Pas de drame, pas d'appel final, juste d'accord. Et puis rien. J'ai respecté cela plus que je ne m'y attendais. Elle a déménagé 2 semaines avant la finalisation. A pris ce qui était à elle, a laissé ce qui était à moi. Et n'a pas rendu les choses plus difficiles que nécessaire. Rowan m'a aidé à réorganiser quelques affaires une fois que l'appartement a été à moitié vide. Une bibliothèque repositionnée. Le canapé déplacé vers la fenêtre où il aurait dû être depuis le début. De petits ajustements, le genre qui donne l'impression que l'espace est à nouveau le vôtre. La finalisation est arrivée un mercredi matin. Le bureau de Donald a envoyé la confirmation par email. J'étais sur un chantier à Charleston quand elle est arrivée, bottes aux pieds, casque sur la tête. Debout au bord d'un canal de drainage qui avait pris 4 mois à être correctement réalisé. J'ai lu l'email, remis le téléphone dans ma poche, et terminé la visite. Ce soir-là. Je suis allé sur une portion de côte près de Winthrop où je voulais retourner depuis des mois. J'avais un détecteur de métaux dans le coffre de ma Honda. Un passe-temps que j'avais pris il y a 2 étés et pour lequel je n'avais jamais vraiment trouvé assez de temps. La plage était presque vide, ce que vous obtenez en novembre dans le Massachusetts. Et j'ai passé environ 90 minutes à marcher en quadrillage lent le long de la ligne de marée. Des écouteurs sur les oreilles, sans trop réfléchir. J'ai trouvé une pièce de 1964, un bouchon de bouteille corrodé. Et quelque chose qui aurait pu être une boucle de ceinture d'une décennie que je ne pouvais pas identifier. Rien qui vaille la peine d'être gardé. Ça n'avait pas d'importance. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'on le fait. On le fait parce que cela demande juste assez d'attention pour occuper votre esprit sans rien exiger de vous. Vous marchez, vous écoutez, vous couvrez du terrain. Quoi qu'il y ait eu avant votre arrivée, vous le trouvez. Quoi qu'il ait été enterré, vous le sortez. Et puis vous décidez ce qui vaut la peine d'être gardé et ce que vous laissez sur le sable. J'ai gardé la pièce, j'ai laissé le reste. Rowan a appelé pendant que je remettais le détecteur dans le coffre. Comment vas-tu, a-t-il demandé. Bien, ai-je dit. Et je le pensais. Pas comme une performance, pas comme la réponse que l'on donne quand on ne veut pas en parler. Juste bien. Simple, calme, sans rien manquer. Tu veux manger un morceau? Oui, ai-je dit. Donne-moi 20 minutes. Nous sommes allés dans un endroit à Somerville où nous allions depuis avant que l'un de nous ne soit marié. Nous avons commandé les mêmes choses que d'habitude. Nous avons parlé des Celtics, d'une randonnée qu'il avait prévue. D'un projet structurel que j'avais à venir au printemps et que j'attendais avec impatience. Une conversation normale, le genre qui n'a besoin de rien de vous, si ce n'est d'être présent. À un moment donné, Rowan a demandé sans en faire toute une histoire. Des regrets? J'y ai réfléchi. La réponse honnête, celle avec laquelle j'étais assis depuis des semaines, était que je regrettais l'année. Pas ce que j'ai fait, ce qui est arrivé à l'année. L'érosion lente de quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Nourri par une porte que j'aurais dû fermer plus fort et plus tôt. Cette partie-là, je la porterai encore un moment. C'était juste, mais regretter où j'en suis arrivé. Les décisions que j'ai prises une fois que j'ai compris à quoi j'avais affaire. Non, ai-je dit. Rowan a hoché la tête et n'a pas insisté. C'est pourquoi je l'ai gardé près de moi pendant 15 ans. Nous avons payé l'addition, sommes sortis dans le froid et sommes partis chacun de notre côté. Je suis rentré chez moi, je me suis garé. Je suis resté dans la voiture pendant 1 minute devant l'immeuble. Juste parce que je n'étais pas pressé.
Boston en novembre, grise et indifférente comme toujours. La ville ne vous demande pas comment vous allez. Elle continue juste d'avancer. J'ai toujours aimé ça chez elle. Je suis monté. J'ai fait du thé et j'ai regardé la deuxième mi-temps d'un match qui ne m'intéressait pas beaucoup. L'appartement était calme d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis longtemps. Pas tendu, pas chargé de ce que la prochaine conversation allait coûter. Juste calme. Certaines personnes appelleraient cela de la solitude. J'ai appelé cela un nouveau départ. Pendant ce temps, 2 coachs en autonomisation ont perdu leur emploi et sa femme a perdu son mariage. C'est drôle comme ça marche. Dites-moi en commentaire, lui auriez-vous donné une seconde chance? Moi non. Si cette histoire vous a plu, appuyez sur le bouton j'aime et je vous verrai dans la prochaine.